que les gars dehors les plus chauds. Plus chauds. L'autoroute a aménagé cette route. L'autoroute a aménagé cette route. Cette semaine, la Graine 2 est allée à la rencontre de 2 chercheurs en géographie. Léa Sébastien est maîtresse de conférences en géographie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Rémi Bénos est géographe, enseignant-chercheur à l'université d'Albi. Léa Sébastien a coécrit un ouvrage interdisciplinaire, Résister aux grands projets inutiles et imposés, de Notre-Dame-des-Landes à Bure. Cet ouvrage explique les enjeux de chacune des luttes de résistance au GP2I, grands projets inutiles et imposés, et souligne combien celles-ci sont porteuses d'une même utopie. L'historique de l'acronyme GP2I, donc Grand Projet Inutile et Imposé, il est arrivé en 2010. Donc la première réunion a eu lieu à Hendaye et une deuxième ensuite à Tunis. Et voilà, c'est lors de ces premières réunions de dizaines et de dizaines de collectifs qui s'interrogeaient qui questionnaient un aménagement sur leur territoire. C'est là qu'est venu cet acronyme de Grand Projet, donc grand par rapport à les coûts environnementaux, les impacts qu'il va produire sur le territoire. Et le premier I, donc inutile, où ces collectifs se questionnent sur est-ce que ce projet il répond à des besoins de la société, si oui, auxquels. Et le deuxième I, donc imposé, est-ce qu'il a été mené au travers d'une réelle concertation du début à la fin ou plutôt est-ce que ça a été un passage en force que souvent déplorent ces collectifs. En fait, sur les grands projets inutiles et que le mouvement social appelle inutiles et imposés, on a toujours cette caractéristique en fait. L'État qui joue un rôle majeur, des pouvoirs locaux qui jouent encore un rôle important et beaucoup plus important qu'on ne le prétend, et puis les industriels. Les industriels continuent d'être très puissants. Donc aujourd'hui, stop avec le dérèglement climatique, avec la crise économique, mettons l'argent autre part, là où il faut le mettre, et sûrement pas dans une autoroute qui est un projet obsolète, qui date de 40 ans. C'est terminé. Donc merci à vous d'être là, et on lâche rien. On lâche rien. C'est ça qui est tout à fait intéressant avec ces collectifs qui vont s'opposer à des infrastructures sur un territoire, c'est que c'est un peu le hasard du territoire qui va décider de qui va s'engager. C'est le hasard d'un promoteur qui a réussi à s'allier avec un propriétaire qui lui a vendu ses terres. Et donc, voilà, selon où va se produire l'infrastructure, les premiers impactés vont commencer à s'interroger, d'abord à avoir peur, à subir de l'injustice. Et puis petit à petit, moi ce qui m'intéresse, c'est de suivre un peu ce qui se passe dans le temps long, entre l'annonce d'une infrastructure et puis, parce que lutter contre un projet, ça prend 5, 10, 15, 20 ans. Souvent, c'est une tranche de vie. Donc c'est quelque chose qui va modifier même l'identité de la personne. C'est vraiment un investissement assez important. La première réaction est souvent, c'est en bas de chez moi, je réagis. Ça a été longtemps appelé NIMBY, et ce syndrome NIMBY a été largement moqué et décrié dans les années 95-2000 comme étant une forme de réaction égoïste en fait, de la part des personnes qui s'opposaient, donc pas dans mon jardin. Tu peux faire ton aéroport ailleurs, mais pas chez moi. Bon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, notamment géographes, mais pas que, qui montrent en fait que de cette première opposition naît toujours un processus de politisation au sens sociologique, c'est-à-dire de montée en généralité et d'inscription de ce projet que je ne veux pas dans un cadre plus large d'une critique sociale en fait, et environnementale. Les luttes sont venues vraiment se fédérer, ceux qui veulent défendre une idée et donc les gens qui participent aux marches du climat, mais qui ont envie de concrétiser un petit peu leur engagement. Ils s'intéressent aux aménagements très terre à terre de qu'est-ce qui se passe sur les territoires et viennent s'unir aux riverains qui eux, ont peur que leur territoire devienne saccagé, quoi. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. Il y a ces métissages entre militants, néophytes, entre ceux qui veulent défendre un lieu, ceux qui veulent défendre une idée.
Et c'est ce métissage entre les militants, les riverains qui donne voilà, ce passage aussi du NIMBY au NINA, quoi, qui donne vraiment une posture beaucoup plus globale à ces résistances aux grands projets. Le projet de Saint-Sulpice est un projet toxique qui est le symbole d'un système capitaliste prédateur, indifférent aux enjeux environnementaux, indifférent au développement de l'agriculture et du commerce local, indifférent à la qualité de vie des habitants, indifférent au maintien et à la préservation de la biodiversité. Il nous faut conjointement nous doter des formes d'autonomie à même de répondre à nos besoins fondamentaux. Il n'y aura pas de tournant sans que l'on construise ici et maintenant des formes de vie pleines de sens et bien plus désirables que celles inféodées aux besoins du marché. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on prenne le taureau par les cornes tous ensemble pour décider de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut plus faire sur ces terrains économiques. On arrête de détruire la planète, on arrête de détruire nos territoires pour simplement des profits et on fait des choses qui soient utiles pour les gens du territoire. C'est vrai qu'on a tendance à être encore dans l'ancienne logique, c'est-à-dire que l'État est garant de l'intérêt général et que les citoyens seraient porteurs, eux, d'un intérêt particulier. Et donc c'est à l'État de faire un petit peu le tri entre ces intérêts particuliers et l'intérêt général. Mais voilà, l'histoire de ces différentes luttes et de l'historique de l'aménagement du territoire font que voilà, cette vision elle est caduque. L'idée d'aménagement du territoire, c'est vraiment une notion qui prend son essor et son envol dans l'après-guerre. Il faut reconstruire le pays. Il y a des apports financiers importants issus de puissances extérieures, etc. C'est la reconstruction. Et il faut produire du logement en masse. Et on a une vision très centralisatrice qui est liée à la Ve République, à l'envie d'avoir un homme fort au pouvoir, De Gaulle, qui fait de l'aménagement du territoire le dessein de son projet politique. Et donc c'est là qu'il va y avoir des décisions incroyables qui peuvent paraître inconcevables aujourd'hui. On va dire on va mettre toute l'industrie aéronautique, c'est Toulouse. Le Languedoc, on doit faire des stations balnéaires, on va en faire une par département. Parce que la Côte d'Azur est devenue pendant les mois d'été une région surpeuplée, parce que chaque année le nombre des gens qui prennent leurs vacances au bord de la mer augmente, un projet est né. Celui de créer et de développer les ressources touristiques des 180 km de côte du Languedoc-Roussillon. Plus de 2000 hectares de terrain ont déjà été réservés dans ce but. Les premiers travaux d'aménagement doivent comporter l'assainissement du littoral, la lutte contre les moustiques et la construction de routes reliant entre elles les différentes plages. Monsieur Olivier Guichard, vous êtes délégué à l'aménagement du territoire. Je voudrais vous poser la question, savoir pourquoi l'État s'est intéressé à l'aménagement de cette côte du Languedoc-Roussillon. Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. Donc on a des opérations d'équipement et d'infrastructures très fortes. L'État est le moteur majeur et incontournable de cette période-là. Il y a les années 80, avec la décentralisation qui va commencer à changer des choses. Les collectivités locales, la région, le département, les communes vont participer à cette logique d'aménagement du territoire, et l'État progressivement dans les années 90 va un petit peu se mettre non pas en retrait, mais va davantage se faire le médiateur ou le régulateur de ce qui est porté par des collectivités. Et ça met dans la balance et dans le jeu des nouvelles personnes qui sont ces politiques locaux, ces pouvoirs locaux, et qui prennent par certains aspects des formes de nouvelles féodalités, en fait, de néo-féodalité, avec quand même des pouvoirs et des injonctions assez fortes et qui vont faire leur projet, en fait. Comme Mitterrand a fait sa pyramide au Louvre, on va retrouver ça dans les régions, dans les départements, dans des villes, etc. Un débat s'est déroulé hier soir en présence de M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le thème choisi par les organisateurs, la décentralisation, quel changement pour notre région. Gaston Defferre devait notamment définir ce qu'était pour lui la véritable décentralisation, notamment lorsque le pouvoir a décidé après le 10 mai vouloir rendre l'État aux citoyens. Au fond du cœur ou de l'esprit de chacun de nous, il y a trois grandes notions qui agissent sur la volonté des hommes. La première, je ne ferai que la nommer sans entrer dans des explications, parce que ce n'est pas le moment ni le jour et je ne suis pas le plus qualifié pour le faire, c'est l'amour. La deuxième,
c'est l'argent. Et le troisième moteur, c'est le pouvoir. Vous tous qui êtes dans cette salle et d'autres, vous sentirez vraiment l'effet de cette réforme. D'abord, quand les compétences, c'est-à-dire auront été transférées, c'est-à-dire quand l'État aura renoncé à accomplir certaines tâches qui seront confiées aux municipalités, aux conseils généraux, c'est-à-dire à l'Assemblée départementale, et aux conseils régionaux, à l'Assemblée régionale. Et l'aménagement du territoire va vraiment évoluer dans les années 2000. Et c'est lié au processus de mondialisation et à la néolibéralisation des politiques publiques. Il y a une notion qui arrive dans les années 2000 qui est celle du néo-management, qui nous vient des multinationales, et qui va s'appliquer aux politiques publiques. Ça veut dire qu'on va passer par de l'appel d'offres. Dans les années 50, si on devait faire une autoroute, ce n'était pas un appel d'offres qu'on faisait, l'État disait ça et puis point barre. Là, on va passer par de l'appel d'offres. On va demander à construire des partenariats publics-privés. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le rôle de l'industriel prend beaucoup plus d'importance parce que finalement, on repose sur une assise, un imaginaire au niveau des politiques publiques qui est il faut baisser la dépense publique. On ne veut plus embaucher de fonctionnaires, c'est lié à toutes ces lois-là. On enlève le personnel dans les hôpitaux, les postes, les petits tribunaux, etc. Et tout ça, ça fait qu'on demande à l'industriel et au privé d'y participer. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le néolibéralisme, il est inconcevable sans l'État. Mais ça, je pense que c'est vachement important de l'avoir en tête, parce que si tu veux, on a vraiment trop en tête, et surtout dans les mouvements d'opposition, en fait, qui souvent sont de fibres écologistes ou plutôt de gauche. Ça, c'est un problème, en fait, parce que souvent, dans ces milieux-là, il y a l'idée que l'État, c'est un rempart contre les multinationales, par exemple, quoi. Et là, vraiment, moi, je leur dis tout le temps, mais je sais pas, regardez ici, enfin, si c'est un voisin, je lui dirais, ben, regarde l'autoroute que tu vas avoir en bas de la maison, peut-être. C'est l'État, il ne te protège pas du tout là-dessus, quoi. Mais on est toujours dans cette vision un petit peu passéiste de la croissance à tout prix, alors qu'aujourd'hui, on voit que voilà, les infrastructures nouvelles en général ne sont pas rentables. Toutes les dernières autoroutes construites ne sont pas rentables. Voilà, pareil pour les derniers centres commerciaux. Donc voilà, ça pose des questions sur toujours cette croissance infinie dans un monde fini. Ces oppositions à ces grands projets, elles soulignent vraiment les lignes de fracture de l'intérêt général, et je pense que les pouvoirs publics devraient se saisir de cette vitalité démocratique, parce que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe au sein de ces collectifs pour justement proposer des nouvelles gouvernances environnementales, des nouvelles formes de démocratie participative, et c'est dommage que les élus ne considèrent pas ces collectifs comme des adversaires légitimes et les répriment soit par de l'indifférence, soit par la violence. Allez, accrochez-vous, on fait un bloc. Moi, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, la seule force que l'on a aujourd'hui, c'est effectivement de positionner nos corps, en fait. Puisque c'est ça, occuper un lieu. Puisque les idées et les arguments ne suffisent pas, alors c'est notre présence et nos corps qui viennent essayer d'arrêter, en fait. Et ça pose des questions sur notre démocratie, en fait, sur quel recours on a. Moi, je crois que les responsables politiques ont une vraie responsabilité sur le fait qu'il y ait ce qu'ils appellent des formes de radicalisation de l'action collective. Hein. Clairement, je ne vois pas... si les manifestations marchaient, et si quand il y a 3 millions de personnes dans la rue, comme pendant les retraites en 2010, 2011, etc., c'était entendu, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir des manifestations qui développent des modes d'action plus virulents, quoi.
Cette multiplication, cette diversification des oppositions partout dans tous les territoires. Moi, j'ai essayé de faire un petit recensement que sur Midi-Pyrénées entre 2000 et 2018 simplement. J'ai recensé plus de 350 conflits d'aménagement. Alors petits et pas que des grands projets inutiles, aussi beaucoup de petits projets. Mais en tout cas, il y a cette grogne partout, dans tous les territoires. Ça concerne les milieux ruraux, périurbains, toutes les étiquettes politiques. Donc ça interroge quand même sur qu'est-ce qui se passe au niveau des outils de gouvernance, cette notion de gouvernance qui était censée inclure pour plus de dialogue, tous les acteurs autour de la table des négociations, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la gouvernance pour qu'il y ait cette multiplication et cette diversification des oppositions partout dans tous les territoires concernant les projets d'aménagement. Donc essayer de faire des concertations vraiment en amont, discuter du bien fondé, ça manque vraiment pour discuter si ce projet, est-ce qu'il est oui ou non d'intérêt général, on y revient. Donc est-ce qu'il répond aux besoins fondamentaux des habitants qui sont sur ce territoire? Est-ce qu'il est pensé dans une réelle concertation? Est-ce qu'il répond aux enjeux aujourd'hui de la transition écologique? Et est-ce qu'il est porté par des acteurs du territoire? Alors, je m'appelle Gilles Perron, je suis adjoint au maire de la ville de Montsartou, en charge du projet de restauration scolaire. J'ai le plaisir de vous accueillir ici au domaine de Hautecombe, qui est la régie municipale agricole, la seule régie agricole de France qui fournit des cantines scolaires en légumes bio, production annuelle 24 tonnes, et on est autonome à 85% avec nos légumes. Alors l'idée de ce projet est née d'un constat, c'est-à-dire quand on a voulu passer en cantine 100% bio, tout d'un coup on s'est retrouvé quand même avec des produits qui venaient d'un petit peu loin à notre goût, donc on a retravaillé notre marché alimentaire pour avoir un approvisionnement bio local. Mais personne n'a répondu et donc d'une boutade avec ma directrice de service, on a dit s'il n'y a pas, on va le faire nous-mêmes pour créer ce magnifique lieu qui est maintenant en production depuis 7 ans, depuis 2010. Je pense qu'il y a besoin là, de sortir de l'aménagement du territoire et d'aller peut-être vers du ménagement des territoires, même si ce n'est pas très vendeur politiquement, d'essayer de ménager ces territoires avec des nouvelles règles plus démocratiques, plus ouvertes. Les citoyens, en tout cas, ceux qui se mobilisent, ils ont envie de participer. Ils ont envie de participer à la gestion de leurs déchets, ils ont envie de participer à réfléchir à leur mobilité. De plus en plus, il y a ces collectifs en lutte, mais il y a aussi plein de collectifs de citoyens en transition qui ont envie de participer à végétaliser leur quartier. Enfin, voilà, donc les citoyens, ils sont en demande de participer à leur qu'est-ce qu'ils ont envie de porter sur leur territoire. Et je pense qu'il suffirait d'un petit peu d'écoute et de véritables arènes de concertation pour qu'il y ait des projets qui soient acceptés par tous et qui fassent sens, qui s'adaptent qui soient adaptés aussi aux spécificités du milieu. La semaine prochaine, la graine de lutte vous emmène dans le Tarn, entre Telatte et Montcabrier. Plusieurs collectifs, dont le Pacte, le collectif RN 126 et le collectif Stop Carrière Montcabrier 81, se battent contre l'implantation de l'autoroute Castres-Toulouse.